Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour les petites reviews des animés de saison avec 2 petites semaines de retard, voire peut-être 3 semaines de retard, car comme je le dis, je le rappelle, je l'avais partagé sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et aussi sur YouTube, j'étais absent parce que j'étais en vacances au Japon pendant quelques semaines, du coup je ne pouvais pas regarder, et même si j'avais regardé, j'aurais pas pu faire de review. Voilà, et tous les jours, j'ai toujours des messages, ils font comment ça fait qu'il n'y a pas la review, t'as abandonné, nanana. Mais non bâtard, t'as qu'à suivre. Putain, vous faites, c'est ça qui m'énerve, ouais, je vais commencer par vous engueuler. Pas tout le monde, hein. C'est que les gars, ils font genre les abonnés, vas-y, il faut ma dose, mais ils suivent pas en fait. Sinon, t'aurais été au courant, c'était vraiment un abonné si assidu que ça. Abruti, enfin bref. Voilà, donc maintenant tu vas avoir ta petite review de Demon Slayer saison 3, un des animés les plus attendus de l'année, qui jusqu'ici n'a jamais déçu. Encore une fois, ces 3 premiers épisodes étaient vraiment pas mal de c'est très bien. Mais avant, petit instant promo comme d'habitude, Arena, tome 1, tome 2, disponible dans toutes les librairies, bordel de merde. Pourquoi je t'en reparle? Parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Parce que la saison 2 va être diffusée incessamment sous peu, courant mai, sur la plateforme Ono, de Webtoon. A priori, le lien est dans la description, et si c'est pas le cas, il faudrait que je le mette. On n'est plus sur Webtoon Factory, on est sur Ono maintenant. Voilà, et le tome 3 va pas tarder à sortir non plus. Donc, si tu n'as pas encore eu l'occasion de regarder cette masterclass, ce futur classique, eh ben, les liens sont dans la description. Oui, place à la review. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors, ces 3 premiers épisodes de Demon Slayer saison 3 qui adaptent l'arc du village des forgerons, dont j'avais dit il y a quelques semaines que c'était l'avant-dernier arc, mais en fait je me suis trompé, c'est l'avant-avant-dernier arc, si je ne dis pas de bêtises. Donc nous retrouvons Tanjiro et toute sa team, même si le reste de sa team est éparpillé assez vite dans le premier épisode, qui sont après, qu'on les voit juste après la bataille dans le quartier des plaisirs. Donc on se rend compte qu'ils étaient tous presque morts, et donc il est en convalescence pendant quelques mois. C'est ça que j'aime bien aussi dans Demon Slayer, c'est qu'en fait, les mecs ils sont vraiment défoncés, et il y a le temps de convalescence qui est vraiment expliqué. Genre ils étaient au bout de leur vie, ils sont presque morts. Alors que souvent, dans les shonen du genre, quand même, cette partie-là est un petit peu éludée. C'est genre, ouais, il s'est reposé 3 mois. Là, on voit vraiment que les mecs, ils galèrent, que les gens s'inquiètent et tout. Bon, ça fait partie du processus, parce que Demon Slayer repose énormément sur, pas l'identification, mais disons sur l'empathie qu'on éprouve pour le personnage de Tanjiro et les autres personnages, d'ailleurs. Donc, ce côté, on a peur pour lui, même après la bagarre, quand elle est finie. Je trouve que c'est plutôt bien vu, c'est plutôt habile, c'est plutôt intelligent de faire ça. Et ça fonctionne plutôt bien, parce que même moi j'ai lu le manga, bon je me souviens pas de tout, parce que ça fait 2 ans je crois que le truc est fini. Je me souviens pas de tout, mais je savais qu'il allait s'en tirer, c'était évident, mais j'étais quand même fait, oh c'est chaud, il se réveille pas le gars, tu vois. Donc ça fonctionne. Donc déjà ça c'est bien. Alors, le premier épisode était particulièrement long, je crois qu'il faisait 49 minutes, bon, et générique inclus, générique de fin inclus, il me semble. Pourquoi était-il aussi long? Je ne sais pas, par contre. Bon après, c'était pas plus mal, parce que ça nous a permis d'éliminer pas mal de scènes un petit peu, pas inutiles, mais un petit peu explicatives assez vite. Pourquoi pas? Après, il faut quand même avouer que le rythme du premier épisode était pas tant rythmé. J'ai remarqué certains trucs où c'était un petit peu abusé. Alors comment je vais expliquer ça? Il y a la scène où Muzan convoque les lunes supérieures restantes, les 6 lunes supérieures. Bah 5 du coup. 5 ou 4, je sais plus, non 5. Alors la scène est méga stylée, mais le passage où Akaza est en train de valdinguer entre les différents passages du château de la forteresse infinie et tout, bon, c'était stylé, mais tu sens que c'était un vœu pour faire de l'esbrouf. C'est-à-dire, vas-y, il faut qu'on comble 2 minutes d'épisode. Vas-y, on va mettre Akaza qui va sauter entre les différents parties. Bon, alors, après, c'était très beau, encore une fois, Ufotable sont très 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 forts de chez Balèze
en termes de mélange 2D, 3D, c'est utilisé avec j'allais dire parcimonie, mais c'est pas utilisé avec parcimonie, c'est utilisé à très bon escient et c'est bien fait. C'est pas fait genre on va mettre en 3D pour gagner du temps. J'imagine qu'il y a un peu de ça aussi, mais on va mettre en 3D et on va rendre ça vachement beau et on va faire en sorte que ça se mélange vachement bien avec la 2D. Donc à ce moment, sur cet aspect-là, c'était vraiment très beau, très très réussi. Je veux dire, tu peux couper les dialogues de l'épisode et juste regarder les images, tu kiffes en fait. C'est un petit bonbon visuel. Et d'ailleurs, c'est ça la force du Ufotable pour moi, c'est au-delà de l'animation, au-delà de l'aspect visuel, c'est aussi la mise en scène. Parce que quand la première lune supérieure elle commence à causer et qui met un coup de pression à. Comment il s'appelle? Attends, j'ai pris des notes. Akaza, je me souviens. Doma et Akaza, tu te dis, waouh, stylé de chez balèze. Bon, le problème, c'est que dans ce dialogue-là, quand il essaye de calmer tout le monde, à chaque fois qu'il y en a un qui dit une phrase, t'avais un changement de plan, genre poum 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 poum. Après, Akaza répond, ça fait encore poum 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 poum. Et je fais, c'est bon, on a compris que c'était un badass, qu'il y avait une tension dans l'air. On n'est peut-être pas obligé de nous refaire le même montage à chaque réplique. Faut peut-être avancer un petit peu. Parce que là, en fait, tu fais durer la scène trop longtemps, la tension tombe un petit peu au moment. À un moment donné, tu regardes ta montre, tu fais, bah c'est bon, le dialogue, il est fini ou il est pas fini? Parce que c'était qu'un dialogue. Alors, ça veut pas dire qu'un dialogue ne peut pas être plein de tension, ne peut pas être, comment dire, magnifié par la mise en scène, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'on a compris l'idée assez vite. Peut-être qu'il fallait passer à autre chose. Et j'ai trouvé ça un petit peu longué, mais en tout cas, la révélation de la gueule de la première lune supérieure qui se fait appeler, j'ai noté, je note maintenant, Kokushibo, j'ai peut-être mal écrit, j'écris très mal. Kokushibo, a.k.a. bon là, mystère de Polichinelle, hein, tout le monde a compris que c'était le fameux Yoruichi, hein, qui était un des premiers pourfendeurs de démons, si je me souviens bien du lore du bordel. Or, personnage, on met beaucoup l'emphase sur ce personnage en ce début de saison, et dans le manga aussi, mais, alors c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, je vais rien spoiler, mais d'un point de vue d'un lecteur qui a lu le manga, qui a une mémoire défaillante, tu le sais très bien, j'ai toujours pas compris le rapport, en fait, parce qu'on nous tease un espèce de... On fait un parallèle très clairement avec Tanjiro. Voilà, enfin, il y a Tanjiro qui a des flashbacks quand il dort du passé, a priori de son père, qui a été tenu dans les bras de ce mec-là, donc son père l'a rencontré. Bon, on va voir expliquer comment ça se fait qu'il l'a rencontré, parce que le gars vient de 300 ans avant. Ça, je sais plus comment ça a été expliqué, mais bon, bref. Donc tu te dis, ah, ça se trouve, c'est le vrai père de Tanjiro, il a les mêmes boucles d'oreilles, en plus Muzan, quand il voit les boucles d'oreilles, il se met à se chier dessus et tout. Tu te dis, bon... Il y a Anguille sous roche, il y a sûrement une histoire, il y a sûrement d'une manière ou d'une autre, ces deux personnages sont liés. Et il me semble qu'on n'a pas la réponse, en fait, dans le manga. En tout cas, c'est pas clair. Donc je suis très curieux de redécouvrir ça, parce que ça va être l'occasion, justement, bon, ça sera pas pour cette saison, mais ça va être l'occasion de redéfinir un petit peu ça, parce que ça existe des fois, ça arrive des fois que dans des mangas, tu comprends pas des trucs, et puis tu revois l'animé, et ben ça devient plus clair, ça devient plus limpide. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être le fait de revoir l'histoire, mais voilà, ce mystère autour du fameux, de la première lune supérieure, est intéressant, et j'espère que ma première impression que j'ai eue dans le manga par rapport à cette histoire va changer. Oui. Bon, ça c'était pour le premier épisode, et en plus après on nous fait découvrir tout le délire du village de forgeron qui est caché, tenu dans un coin tenu secret, où l'information d'où il se trouve est super cloisonnée, avec tout le délire de vas-y, je vais te porter sur mon dos, je vais te cacher les oreilles et le nez, et comme ça tu ne sauras pas où c'est, et puis on va te conduire en faisant la passe. Genre vas-y, bon... Alors ce système fonctionne quand c'est Tanjiro, parce que le gars il fait 1m50, il doit faire 40 kg, tu vois. Bon après il y a Nezuko dans son dos, mais Nezuko elle sera petit ici, tu vois. Mais le premier pilier là, le gars il fait 2 mètres et 120 kg, vous faites comment en fait? Bon après le gars est aveugle, bon voilà, mais voilà, donc le système est un peu bizarre. Je veux dire, prenez au moins des carrioles, je sais pas... C'est un peu chelou votre délire, surtout c'est une petite gonzesse qui porte les gens, tu dis bon je sais, c'est des pourfendeurs de démons, mais quand même... Enfin bref... Le procédé est sympathique, un peu ubuesque, mais sympathique. Et donc on découvre le fameux village des forgerons, donc c'est le village des forgerons qui ont un savoir ancestral qui doit être tenu secret parce que c'est un peu le centre névralgique, la colonne vertébrale de l'armée des pourfendeurs de démons, parce que sans l'âme du soleil, eh ben, on ne peut pas tuer de démons. En tout cas, on les tue beaucoup plus difficilement avec des armes classiques.
Donc ça c'est plutôt intéressant de découvrir, on explore un petit peu la mythologie de l'univers de Demon Slayer, et c'est plutôt cool. Oui, on redécouvre aussi le pilier de... Ah, je sais plus, la meuf avec les cheveux roses, comment elle s'appelle? J'ai noté. Attends, j'ai noté. Elle s'appelle Mitsuri, si je dis pas de bêtises. Mitsuri, ou Mitsuni, j'écris très mal. Donc, elle, c'est le 3e pilier, il me semble, ou 4e ou 5e pilier. Je sais plus, on va l'appeler la meuf aux cheveux roses. Qui fait son apparition. Bon, ils ont pas lésiné sur le fanservice comme dans le manga, mais encore une fois, c'est ça. Bon, j'imagine qu'il y a eu débat, j'imagine, je sais pas, j'ai pas trop regardé les réseaux sociaux là-dessus. Mais encore une fois, le fanservice dans Demon Slayer est tellement anecdotique qu'en vrai, on s'en bat les couilles, tu vois. La meuf, elle a un méga décolletage, on voit ses cuisses, mini-jupe et tout, mais en fait, on s'en fout parce que c'est pas le sujet. Et encore une fois, moi, tu sais que je me suis déjà montré assez hostile à l'égard du fanservice, mais le fanservice, ça me dérange pas de voir de la loche et du nibar, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand ça devient l'interaction principale. Là, on a un problème. Or que là, c'est pas du tout le sujet. C'est-à-dire, on a vu, c'est bon, elle sort du bain, elle est à poil, et après, Tanjiro, il fait « Attention, quand vous courez, on voit vos nibars !» C'est tout, ça s'arrête là, en fait. Il n'y a pas eu de 36 000 délires où elle est « Oh non, on voit ma culotte !» machin. Pour l'instant, en tout cas, dans le manga, j'ai pas souvenir de ça. Et dans l'anime, pour l'instant, on n'a pas eu droit à ça non plus. Donc, quand c'est comme ça, c'est juste, vas-y, elle a des nichons, c'est pas grave, elle a des nichons, c'est normal, c'est un personnage féminin, elle a des nichons, c'est pas si grave que ça passe, tu vois. C'est comme dans One Piece, on s'arrête pas tous les 5 minutes sur les nibars de Nami, on les voit, ils sont là, point, on s'en bat les couilles, tu vois. Bon, de temps en temps, il y a une petite scène rigolote, mais c'est tout, c'est pas l'interaction principale du personnage, c'est juste, hey, j'ai des gros nichons, non. Donc, ça me dérange pas plus que ça. Et surtout, ça montre aussi un aspect du personnage que là, pour une fois, la tenue qu'elle a raconte quelque chose. Ça, en fait, elle se rend pas compte de ce qu'elle renvoie, en fait, parce que la meuf est tellement innocente, naïve, pleine de candeur qu'elle se rend pas compte de son délire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle se rend pas compte qu'elle est à moitié à poil ou quoi que ce soit, c'est juste que bah, c'est sa façon d'être, en fait. Donc je trouve que c'est plutôt... c'était pas forcément nécessaire, mais j'ai envie de dire, c'est pas gênant non plus. Déjà, rien que le fait que je fasse 2 minutes pour en parler, c'est déjà n'importe quoi, en fait. Oui. Ensuite, nous avons l'épisode 2, où nous retrouvons, encore une fois, un pilier qu'on avait déjà vu la saison, en fin de première saison, il me semble, qui s'appelle, j'ai noté en plus, Tokito, qui est le 4e pilier, si je dis pas de bêtises. Et on revoit aussi l'autre chasseur de démons avec sa coupe iroquoise et ses cicatrices sur la gueule, Genya. Alors j'ai trouvé ces personnages intéressants, parce que en fait en rematant l'épisode, parce que j'avais déjà lu le manga comme je l'ai dit, en rematant cette histoire-là, je me suis rendu compte que ce qui est intéressant dans Demon Slayer, c'est que les personnages, chaque personnage qu'on voit qui est des pourfendeurs de démons, qu'ils soient piliers ou pas, en fait ils ont chacun une façon d'affronter la vie, de voir la vie, qui quelque part les préserve du désespoir qu'il y a d'affronter Muzan et son armée de démons, en fait. Alors, c'est comme c'est une interprétation, peut-être que je dis de la merde, tu me diras ce que t'en penses. On a Tenjiro, d'un côté, qui, lui, essaye de voir toujours le positif, d'être affable, d'être amical avec tout le monde, de faire de tout le monde son ami. C'est un peu comme ça qu'il se protège du tragique de sa situation, en fait. Parce que, en fait, le gars, en vrai, le gars, il a vécu tout ce qu'il faut pour être un méga dépressif sa mère, être un misanthrope total et en avoir marre de la vie, en fait. Sauf que non, il fait non, si je fais ça, c'est chaud. Donc, même si c'est dans sa nature, il était déjà comme ça avant, mais j'ai l'impression qu'il est devenu encore plus depuis que sa famille s'est fait dézinguer. Donc le gars va vers les autres, refuse d'être isolé, il refuse même que les autres soient isolés, il essaye vraiment à chaque fois de devenir leur ami. Tu vois Genya qui est en train d'envoyer chez tout le monde, qui parle à personne, qui rejette plutôt qu'être rejeté, on est encore dans ce délire-là. Bah voilà, c'est ce que je disais. Genya, par exemple, pour faire face à la cruauté du monde, la violence du monde et la folie de sa mission, eh ben il dit sinon, je suis cavalier seul, niquez vos mères, me parle pas, je suis pas ton pote, je veux pas vous parler. Voilà, il est dans une espèce d'isolationnisme total, et on a un peu le même délire avec le personnage de... Putain de merde, attends. de Tokito. Avec le personnage de Tokito. Alors peut-être pas pour le personnage de Tokito, parce que j'ai l'impression, comment il est apathique et tout, je sais pas si c'est un choix de sa part, ou si le gars est autiste. Mais pas dans le délire, c'est un autiste, hein, vraiment, genre il a pas le concept d'interaction sociale lui échappe, genre en mode... oui, mais non, mais moi je fais juste les trucs logiques,
qui me font sens dans ma tête, et le reste de les prendre en compte les sentiments des gens, ou ce que les gens veulent de moi, je m'en bats les couilles en fait. Genre, vas-y, donne-moi la clé du cyborg là, faut qu'on parle du cyborg aussi. Donne-moi la clé du cyborg, automate si tu veux, mais c'est un cyborg. Donne-moi. Bah non, il n'y a pas de cyborg, mais c'est un robot quoi. Bref. Donne-moi la clé du robot parce que ta gueule, faut que je m'entraîne. Et là, tu fais, bah non, si tu le casses, le truc est millénaire et tout. Enfin, millénaire, le truc est ancien, faut pas le casser, on peut pas le réparer. Il fait, non, mais ta gueule, j'ai pas le temps de discuter avec toi, donne-moi la clé, sinon je vais te taper en fait, parce que j'ai pas le temps. De me faire perdre mon temps, c'est-à-dire que pendant que je suis en train de parler avec toi, il y a des gens qui meurent, j'ai une mission à accomplir, donc de manière logique et rationnelle, le seul truc logique et rationnel à faire, c'est que ferme ta gueule, donne-moi la clé, je vais m'entraîner, comme ça je pourrais sauver plus de gens, et toi, ton rôle, t'es pas important, toi tu fais des sabres, fais des armes, et si le truc est cassé, tu le répareras, ta gueule. Mon temps est plus précieux que le tien. Et c'est un truc, en fait, il dit pas ça par méchanceté, il dit ça parce que pour lui, bah c'est juste logique, la logique froide, et... Je sais pas si le personnage a été écrit et pensé comme étant autiste, ou c'est, pareil, un genre d'apathie, mais qui est là pour le protéger aussi, tu vois. Voir, vas-y, le monde est tellement hardcore, notre mission est tellement importante, que bah, j'ai pas le temps de m'inquiéter de ce que pensent les autres, d'être gentil. Ça veut pas dire qu'il est méchant, mais il est direct, il va à l'essentiel. J'ai pas de temps à perdre, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et Tanjiro essaye de lui faire comprendre que non, en fait, il faut aider les gens, parce que quand t'aides les gens, ils t'aident en retour, et puis le monde va mieux. Finalement, si tu veux vraiment sauver le monde, il suffit pas de sauver les démons, finalement. Parce que ce qui fait qu'on survit aux démons, c'est le fait qu'on est ensemble, qu'on est des humains, et qu'on s'aide les uns les autres, qu'on est ouverts en uns les autres, qu'on s'apprécie. C'est l'amour qui protège le monde, finalement. Donc il faut entretenir ça, en fait. Et il commence à le comprendre, d'ailleurs, à la fin de l'épisode 3. Donc je trouve ça intéressant. De voir que chaque personnage a vraiment une approche différente de la situation et une personnalité, une manière différente de survivre à ça. Après, c'est moi qui vois ça comme ça, peut-être que j'ai une connerie. Et c'est un peu pareil pour le personnage de Mitsuri, ou Mitsuni, je sais plus, la meuf aux cheveux roses, c'est qu'elle, en fait, elle sait très bien que le monde, c'est de la merde, que c'est triste et tout, mais elle fait genre, ouais, mais non, mais moi, je veux être aimé de tout le monde, en fait. Donc, c'est pas dans le même délire que Tanjiro. Tanjiro veut aimer tout le monde, alors qu'elle, elle veut se faire aimer de tout le monde. Voilà. Donc ça, je trouve ça intéressant, encore une fois, c'est plutôt cool. Oui. Bon, ce qui nous amène à cette histoire d'Automate. Encore une fois, Automate, qui est une espèce comment dire, une espèce de réplique du fameux Yoruichi, je sais pas quoi, là, l'un des premiers Demon Slayer de l'époque, qui est, on l'a tous compris, devenu la première lune supérieure de Muzan, et qui a rencontré les parents de Tanjiro, et qui apparemment c'est lui qui l'aurait appris, si j'ai bien compris, l'espèce de danse du soleil aussi, ou je sais pas quoi. Est-ce que je viens de spoiler là? Je sais pas. Non, je crois pas. Donc encore une fois, on met l'emphase sur ce personnage, mais il me semble, et encore une fois, je veux pas spoiler ou quoi que ce soit, il me semble que ça paye pas, ça. Il me semble que ça paye pas. Mais j'espère peut-être que dans l'anime ils vont changer, ou alors c'est ma mémoire qui me fait, qui me fait défaut. Mais il me semble que ce truc ne paye pas. Mais enfin bref. Et donc, là, c'est là où le truc commence à me perdre. Alors, je sais qu'on est dans un univers fantastique. Mais il y a le fantastique, il y a la science-fiction. D'accord? Quand tu veux mélanger les deux, faut faire très gaffe. Faut faire très gaffe. Là, depuis le début, tu nous sors, oui, spiritualité, il y a des démons, il y a des fantômes et tout, souffle du soleil, énergie spirituelle, bidule truc, et tu nous sors des automates qui datent de genre des années 1500, parce que je crois que ça passe en 1800, fin du 19e siècle, Demon Slayer, si je dis pas de bêtises. Là, il dit, le truc, il a 3 siècles, le gars a fabriqué un automate. Alors, moi, tu me mets des rouages, tu me mets des clés pour actionner un automate, et que le truc bouge tout seul, je dis, ok, ça c'est crédible. Par contre, que le robot, parce que c'est un robot, que le robot arrive à analyser l'adversaire qu'il a en face, et à réagir en fonction des coups... Waouh. Je veux dire, pourquoi vous en avez fait qu'un, alors? Ouais, je suis pote, là, mais pourquoi vous en avez fait qu'un? Fais-en 50. Là, Muzan, c'est bon, ça finit. Pourquoi tu t'emmerdes à recruter des gosses asthmatiques et à leur faire apprendre le souffle de je sais pas quoi? Fais des robots, en fait. Pourquoi tu nous emmerdes avec tes piliers? Enfin, bref. C'est vraiment pour la vanne. Et donc, Tanjiro finit par apprendre à se battre. Là, pareil, cette scène, je comprends l'intérêt, mais je la trouve... En fait, on a tous vu le combat de bâtard qui s'est fait la saison d'avant, où il y avait des écharpes tranchantes qui sautaient de partout, il y avait des lames vitesse Mach 2 qui lui arrivaient dans la gueule, et tu le vois perdre contre un espèce de droïde rouillé,
qui a pas l'air si impressionnant que ça, il fait pas de... Si le truc se met à sortir des souffles de bâtard et tout, je dis vas-y, c'est chaud, mais là, il bouge des bouts de bois, et Tanjiro, il est « Ah, je sais pas esquiver des bouts de bois, mais tu te fous de ma gueule ou qu'est-ce qui se passe ?» Or, je sais, il y a pas la même adrénaline, il y a pas le danger immédiat pareil, mais quand même, j'ai eu l'impression qu'il s'entraîne, il y a eu un petit downgrade. Genre, tu veux vraiment qu'on voit que Tanjiro est en danger face à ce droïde, mais en 50. À la limite, on comprend, tu vois. Là, j'ai trouvé l'entraînement un petit peu... Bon, il passe assez vite, l'entraînement, mais j'ai trouvé ça un peu... un petit peu... Oh, c'est vraiment parce qu'il fallait mettre une scène d'entraînement, quoi. Il y avait moyen de faire autre chose, d'un peu plus impactant. Et puis, il y a ce délire, oh, maintenant, je sens les coups arriver, littéralement. C'est-à-dire, c'est pas l'ultra-instinct. C'est pas genre, oh, attention, je bouge instinctivement, je sens le truc. Non, c'est... Oh, ça sent la droite. Donc, c'est très chelou, cette histoire, mais pourquoi pas, après tout, hein. Genre, son odorat est tellement développé qu'il peut sentir le futur. Pourquoi pas, allez. Bon, sinon, on a évidemment l'attaque des titans, je vais dire, je sais pas pourquoi. On a l'attaque des démons qui sont les 4e et 5e lunes supérieures qui attaquent le village des forgerons. Alors par contre, ça n'a pas été vraiment expliqué comment le démon qui s'appelle... Attends, ah zut, attends, j'ai trouvé son nom. Son nom il s'appelle Gyoko. Comment le fameux Gyoko a découvert le village des forgerons? J'imagine que ça va être raconté, mais pour l'instant, le mystère est un peu total. Comment il l'a trouvé, alors que les mecs, ça fait des siècles qu'ils le cachent et que personne ne le trouve? Comment il a fait pour le trouver, je ne sais pas. Peut-être parce qu'après, on a compris, de par son pouvoir et ses capacités, que le mec, c'est un peu un maître espion. C'est-à-dire que, vas-y, je suis un pot de fleurs. Tu vas pas te méfier. Mais bon, comment il est arrivé comment il est arrivé en pot de fleurs, là-bas? Tu vois ce que je veux dire? Parce que même en torturant des mecs, il peut pas savoir, parce que les mecs ne savent pas, n'ont pas l'information. Donc comment il a fait? Bon, ça a été un détail, mais j'espère que ça sera expliqué en saison, je me souviens plus. Et cette première attaque est plutôt bien faite. Comme d'habitude, en fait, là, il y a la tension qui monte d'un coup, c'est-à-dire qu'il y a le Tokito, qui arrive pour parler à Tanjiro et à Nezuko, tu vois, enfin surtout à Tanjiro, mais Nezuko est là. Et tout d'un coup, le démon rentre dans la porte, et hop, là, l'ambiance change direct, ils sont là choqués, genre, mais attends 2 secondes, mais il y a un démon là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, au début, quand il dit quelqu'un arrive, on s'attend que ce soit un forgeron qui arrive, je fais, oh, on a attaqué. Non, c'est le démon qui est là. Coucou, je suis le démon. Et les mecs, ils ont 2 secondes en train de bugger, genre, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et puis la bagarre commence direct. Et encore une fois, la mise en scène est incroyable, hein. Franchement, ils savent hyper. Ils savent hyper Ufotable. Tiens, si tous les animés étaient comme ça, mais on quitterait jamais nos écrans, hein. On serait là, oh, tu vois. Franchement, mais rien que chaque bruitage, chaque action, tu te prends une poussée d'adrénaline. Tu sais, t'es là, oh. T'es comme ça, puis oh. T'es choqué. Franchement, c'était vachement bien. Et puis même le délire de... Bon, après ça, encore, il va falloir... Là, ça va peut-être mettre en exergue l'animation, peut-être qu'ils vont régler ça. Un défaut de Demon Slayer, parce que oui, Demon Slayer, en vrai, c'est mon point de vue, a quelques petits défauts, mais enfin, les œuvres parfaites n'existent pas, sauf Berserk, bien sûr. C'est le délire, encore une fois, vas-y, on lui coupe la tête, mais en fait, non. Tu ne peux pas le tuer en lui coupant la tête, parce que non, lui, il est trop fort de chez balèze, donc les règles qu'il y avait avant ne s'appliquent pas. Donc comment on les tue, ces bâtards, au bout d'un moment? Donc on lui coupe la tête, et hop, on nous refait le coup de non, haha. En fait, dans le premier démon, il y avait un deuxième démon. Et en fait, tu découpes l'autre encore, puis hop, et non, ça fait 4 démons. Bon, après, il y a le délire de, oui, bon, si j'ai bien compris son pouvoir, encore une fois, parce que j'ai très peu de souvenirs de ce personnage, son pouvoir, c'est à chaque fois que tu le découpes, en fait, chaque émotion qu'il y a en lui, ça fait un démon différent. Why not? Mais au bout d'un moment, à force de les découper, tu sais, les émotions, on n'en a pas 36 000, donc au bout d'un moment, à force de le découper, j'imagine que il y aura plus trop d'émotions, tu vois ce que je veux dire? Bon, et donc, le défaut qu'il y a dans Demon Slayer, c'est que les ennemis sont beaucoup trop increvables. Ils sont beaucoup trop increvables. Alors, en animé, ça passait, notamment dans la dernière saison, c'est assez bien passé, mais... quoique même, hein, Akaza, vu comment il était increvable déjà, et l'animation était folle, bien sûr, évidemment, il y avait Rengoku qui était incroyable, bien sûr, mais en manga, je me souviens de ce passage, je fais, mais ça finit quand, quoi? Même la bataille au quartier du plaisir, en manga, j'étais là, mais c'est bon, en fait, ça fait combien de fois qu'il le bute et qu'il le gars est pas mort? Au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Donc j'ai peur que ça refasse ça.
Je vais même pas parler de la fin du manga. La fin du manga, j'étais pas bien. Je fais, mais non, mais stop. Donc ça, c'est un défaut de Demon Slayer pour moi, c'est que ils mettent du temps à crever, ils mettent trop de temps à crever. Des fois, à un moment, faut savoir dire non, tu vois. C'est comme si, là, digression, je sais qu'il y a une digression, c'est comme si t'avais le Cell Game, et bon, le Cell se fait exploser, il revient, t'as le Kamehameha père-fils, tu fais, oh, trop bien, et puis en fait, non, Cell revient. Tu fais, ah, c'est bon, tu vois. Là, la fin était bien, c'est bon, crève. Et ben non, bah Demon Slayer, c'est ça, c'est que Cell revient après le Kamehameha père-fils, et tu fais, mais c'est bon, arrête. En fait, c'est le syndrome, je vais baptiser Demon Lapine dans Naruto. Tu vois, ils battent Obito, t'es là, ouais, c'est bien. Ils battent Madara, tu fais, ouais, c'est bien. Puis après, tu vois la Lapine qui arrive, tu fais, ah, mais c'est bon maintenant, tu vois. On a un peu ce syndrome-là dans Demon Slayer, selon moi, même si ça a tendance à s'effacer un peu dans l'animé, pour le coup. Mais dans le manga, il y a des moments, c'est difficile de rester accroché. Oui. Puis dans l'épisode 3, on découvre aussi comment le fameux Genya se bat. Bon, on a encore quelques petites révélations autour de ce personnage qui sont plutôt intéressantes. Et déjà, il y a son arme. Encore une fois, j'ai envie de dire, mais le gars, il arrive avec un flingue, il a de la grenaille à base de, si j'ai bien compris, de l'âme du soleil, en fait. Et il arrive, il les dégomme comme ça, il a pas besoin de s'approcher ou quoi que ce soit, il est à distance, poum poum, il les défonce en mode H versus Evil Dead, tu vois, et tu te dis, mais attends, bande de bâtards, mais oui, en fait. Pourquoi il y a que lui qui a ça? Mais pourquoi il y a que lui qui a ça, en fait? Merde! Mais file des fusils! Bon, après, c'est à une époque où il n'y a pas de flingue automatique ou quoi que ce soit, mais filez des fusils à tous vos chasseurs de démons, en fait. Pourquoi vous faites pas ça? Ok, les gars, il faut recharger et tout entre chaque shot. D'accord, mais tu leur files ça plus le sabre. En vrai, t'augmentes l'efficacité de manière incroyable, surtout que vous avez l'air d'avoir un putain de budget, vous arrivez à faire des putains de robots, bande de bâtards, et vous faites pas des guns. Alors que c'est le truc à faire, en fait. On a tous des guns. Si vous avez tous des guns, bon, déjà, tu peux sniper les mecs, tu prends moins de risques, moins de pertes, plus d'efficacité, et ça coûte certainement moins cher de faire des petites grenailles en lame du soleil que de se faire chier à fabriquer des katanas à chaque fois, en fait. Ça prend moins de temps, aussi, en plus. Et surtout, le Japon, c'est volcanique de fou. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire de la poudre et tout, tu vois. Ouais, parce que je le sais, ce que j'ai vu dans Dr Stone. Alors, qu'est-ce qui vous arrête de faire des flingues? Bon, après, c'est moi qui chipote. Évidemment, on est dans un univers fictionnel. Nous sommes dans une histoire. S'ils ont tous des flingues et s'ils ont tous des robots, si tout était logique, bah en fait, l'histoire durait sur un tome et on n'en parlerait plus. Donc, évidemment, il faut leur donner un petit peu de difficulté, de difficultax. Voilà. Bref, ces 3 premiers épisodes étaient très engageants, encore une fois. J'ai eu mes moments frissons, hein, notamment quand Tanjiro, ils abusent. En fait, au bout d'un moment, tu vois la douille, en fait, avec Ufotable, à chaque fois que Tanjiro il fait un petit discours de motivation sur l'humanité, et sur comment on est tous génial et qu'il faut s'aimer les uns les autres, t'as toujours la petite musique orchestrale qui monte. C'est facile, mais ça fonctionne à chaque fois, tu vois. Donc c'est cool quand même. Donc j'ai kiffé, j'ai eu mes petits moments d'adrénaline, mes petits moments grisants, mes petits moments d'émotion, encore une fois, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Avec cette saison, qui j'imagine va être encore une fois un banger, comme disent les jeunes. Hein, voilà, donc ces 3 premiers épisodes étaient très très bien, j'ai kiffé. Et j'ai hâte d'en parler chaque semaine avec vous sur la chaîne Spatule Bro. Donc comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes. Et, ou ne serait-ce, me laisser un petit commentaire d'encouragement pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles aventures. Oui.